Salut tout le monde. Dans cette nouvelle série d'épisodes, le but sera de traiter une grande période de l'histoire égyptienne. Pour ce faire, je me servirai d'études sérieuses publiées par différents auteurs que je citerai dans les vidéos. Dans ce premier épisode, je vais tenter de vous expliquer comment les archéologues, égyptologues et historiens écrivent la chronologie de l'Égypte, quelles sont leurs sources et les outils dont ils disposent pour parvenir à l'origine des premiers hommes qui ont peuplé les bords du Nil. Alexis Sédou va de nouveau participer. Il a effectué, pour le besoin des vidéos, une recherche incroyable, où il a compilé et synthétisé de nombreuses études sur le sujet. On va donc commencer par l'histoire de l'Égypte prédynastique, où on passera en revue chaque période pour remonter chronologiquement jusqu'au premier règne majeur. Au cours des épisodes, on abordera l'archéologie expérimentale et les techniques de forage de la pierre, l'extraction de blocs dans les carrières, leur transport, etc. Sans oublier les différentes techniques de construction qui ont pu être utilisées et qui ont permis d'ériger ces monuments, dont la pyramide du roi Khéops. Vous l'aurez compris, il ne sera pas question ici d'aborder les hypothèses extraterrestres, Atlante, ou bien encore un hypothétique déluge biblique mondial, car aucune donnée de terrain ne permet d'affirmer quoi que ce soit. Au passage, je peux vous conseiller la chaîne Entracte Science, qui a fait une vidéo dans la série Debunk et Pénitence, où il traite le sujet du déluge. Je vous mettrai le lien en description, ainsi que la plupart des sources qui m'ont permis de faire cette vidéo. Allez, c'est parti! Les premières traces ou vestiges d'une occupation humaine en Égypte, ou plutôt d'Homo erectus, est démontrée grâce à la découverte archéologique sur certains sites d'outils en silex, utilisés à partir de la fin du Paléolithique inférieur, autour de 500 000 ans avant notre ère. Vers 300 000, c'est l'apparition d'Homo sapiens. Les prémices de la civilisation se développent au Paléolithique moyen, alors que le climat devient plus clément autour de 100 000 ans avant notre ère. On retrouve au moins deux cultures, à la fois dans la vallée du Nil et en bordure de celle-ci. Ces populations nomades vivent essentiellement de la chasse et de la pêche, comme en témoignent les restes d'animaux découverts en fouille sur leur territoire. C'est donc ainsi que la vie a prospéré dans une partie de l'Afrique de l'Est, et sans doute grâce au Nil que des civilisations parmi les plus prestigieuses de l'histoire s'y sont développées. Trait d'union entre l'Afrique et le monde méditerranéen, voie de passage probable des Homo sapiens vers l'Eurasie. Géographiquement, l'Égypte s'identifie à la basse vallée du Nil et à son delta. Fait important, ce sont les seules terres irriguées en plein désert. Par la suite, la navigation va se développer, et bien plus tard, vers 5000 ans avant notre ère, vint l'invention de la voile. Au Paléolithique supérieur, vers moins 30 000, la zone connaît un changement climatique important, entraînant une longue période de sécheresse qui a probablement forcé les groupes d'hommes à migrer. Aux alentours de moins 20 000, réapparaissent des vestiges d'occupation, où on retrouve principalement de l'outillage lithique, du matériel de broyage, ainsi que des pointes à barbelures et des restes d'animaux. On dénombre plusieurs cultures dans le sud et le nord de l'Égypte, populations qui continuent à pratiquer chasse, pêche et cueillette dans la vallée. D'après l'étude du préhistorien français Edmond Vignard, entre moins 15 000 et moins 10 000 environ, autour de Komombo, situé à 40 km au nord d'Assouan, la culture sébilienne développe de l'outillage en pierre et notamment des meules. Ce matériel de broyage a été daté de 13 560 à 13 070. Le travail des céréales comme l'orge et le blé est répandu, mais on ne parle pas encore d'agriculture. Petite parenthèse, car à ce stade de la chronologie et de l'évolution des tribus primitives qui évoluaient un peu partout sur la planète, il me semblait important de vous parler d'un très vieux site mégalithique découvert en 1965 et revisité un peu plus tard dans les années 90 par l'archéologue allemand Klaus Schmidt. Ce dernier commença à faire des fouilles au sommet d'un plateau calcaire situé près d'Urfa en Turquie et appelé Göbekli Tepe, qui signifie colline du ventre en turc. Schmidt a découvert pas moins de 7 enceintes circulaires en pierre. La plus grande, d'un diamètre de 20 mètres, est un cercle de pierre avec en son centre 2 piliers sculptés de 5,5 mètres de haut, pesant jusqu'à 10 tonnes, avec d'étranges figures humaines stylisées et aussi beaucoup de représentations d'animaux. Ces mégalithes seraient datés de 8500 ans avant notre ère, et peut-être plus, ce qui en fait les plus anciennes structures monumentales connues de l'humanité, construites non pas pour s'abriter, mais dans un autre but. Peut-être que ce sanctuaire était un lieu de culte et de rassemblement pour des rituels. D'ailleurs, la découverte sur le site de fragments crâniens du néolithique était recouverte de marques faites par la main de l'homme, ce qui renforce cette hypothèse.
De plus, les outils en pierre et autres preuves que Schmitt et son équipe ont découverts montrent que les enceintes circulaires ont été construites par des chasseurs-cueilleurs, qui vivaient de la chasse et de la pêche. Les dizaines de milliers d'ossements d'animaux mis au jour provenaient d'espèces sauvages, et il n'y avait aucune trace de céréales ou d'autres plantes cultivées. Schmitt pense alors que ces chasseurs-cueilleurs se sont réunis il y a plus de 10 000 ans pour sculpter les piliers en forme de T de Göbekli Tepe à l'aide d'outils en pierre, en utilisant comme carrière le socle calcaire de la colline située sous leurs pieds. Réaliser cet ouvrage aurait été une tâche énorme. Pourtant, les piliers sont taillés dans les couches de calcaire naturel de la colline. La roche est suffisamment tendre pour être travaillée avec les outils en silex ou même en bois disponibles à l'époque, à condition d'avoir de la pratique et de la patience. Et comme les formations calcaires de la colline étaient des couches horizontales, les archéologues travaillant sur le site pensent que les anciens bâtisseurs n'avaient qu'à découper l'excédent sur les côtés. Une fois le pilier taillé, ils le déplaçaient sur quelques centaines de mètres au sommet de la colline, à l'aide de cordes, de poutres en bois et d'une main-d'œuvre abondante. De nos jours, et depuis la mort de Schmitt, les fouilles se poursuivent dans le sanctuaire. Le site a été protégé par une structure en forme de dôme et il est classé au patrimoine de l'UNESCO. Par ailleurs, de nombreux autres sites mégalithiques ont été mis au jour autour de cette région, dont un découvert en 1997 portant le nom de Karahan Tepe. Et tous ces endroits pourraient être aussi anciens que Göbekli Tepe. Bon, après cette petite parenthèse, revenons en Égypte. C'est à la fin de la période dite mésolithique qu'apparaissent les cultures de Nabta Playa à l'ouest d'Abou Simbel, qui commencent notamment à maîtriser la céramique. On note la présence de structures mégalithiques qui ont été mises au jour près d'un établissement d'une taille particulièrement importante. Ces derniers sont répartis en 3 ensembles. Un alignement de monolithes de 2 à 3 mètres de haut, un cercle de pierres faisant presque 4 mètres de diamètre, et 2 pierres soutenant un tumulus. Sous ce dernier, les archéologues ont trouvé un veau avec un bovidé ayant des cornes particulièrement grandes, et qui a été démembré. D'autres mégalithes ont été découverts dans le même secteur, mais de plus petites dimensions. Ces derniers montrent la mise en place d'un effort collectif. Cela traduit également une organisation sociale plus complexe. Il est aussi possible que dans cette zone, les habitants commencent à domestiquer les espèces de bovins et s'approchent de la zone du Nil. Ce bétail est non seulement domestiqué, mais en plus, une partie de ce dernier est enterrée dans des tumuli, comme vu juste avant. Cela semble donc montrer qu'il existe un système rituel qui est associé à ce bétail. C'est aussi le premier exemple d'une tradition qui va se maintenir pendant des millénaires, jusqu'aux grandes périodes historiques. Il y a d'ailleurs débat sur la présence de bovidés dans les régions du désert ouest. Au milieu des années 1980, plusieurs fouilles semblent démontrer la domestication du bétail dès le néolithique ancien, dans le désert et sur le site de Nabta Playa. En revanche, d'autres études mettent en doute l'existence d'un bétail domestiqué, notamment celle de Grigson en 2000 et de Wengrow en 2006. Le faible nombre de bovidés découverts semble montrer que la chasse et la cueillette restent prédominantes jusqu'à environ 5400 ans avant notre ère. Les populations continuent de pratiquer le nomadisme autour du Nil. Cela est attesté par la présence de coquilles de mollusques provenant de la mer Rouge et du Nil sur des sites dans le désert. On constate aussi une occupation d'espaces de grande dimension, avec 3 à 4 rangées de huttes, mais ce ne sont pas des établissements permanents. En revanche, il est difficile de se faire une idée de la taille de la population, car les espaces occupés sont très importants. Les archéologues ont aussi mis au jour des petits puits ou silos qui servaient pour le stockage de la nourriture. Comme l'explique l'égyptologue Alan Lloyd, durant les dernières décennies, une série de fouilles archéologiques ont été menées dans le désert pour explorer les vastes étendues situées entre le Nil et la mer Rouge. Ces recherches ont été entreprises dans la continuité des découvertes faites au début du XXe siècle par Flinders Petrie, qui avait montré que cette contrée désertique avait été autrefois une savane semi-fertile, avec des troupeaux et une abondante vie sauvage. Les populations s'installaient dans des secteurs avec des points d'eau comme les oasis. On retrouve d'ailleurs des milliers de dessins préhistoriques gravés dans la roche où figurent des animaux et des hommes. Mais le plus surprenant, c'est qu'il y a aussi des représentations de bateaux un peu partout sur ces rochers et falaises de l'ouest égyptien. Au-delà, c'est dans la mer Rouge, et plus loin encore vers l'est, de l'autre côté de la péninsule arabique, se trouve l'autre grande civilisation préhistorique, le royaume sumérien de Mésopotamie. L'Égypte constitue la deuxième héritière du croissant fertile, et le rapport entre cette dernière et l'Irak serait peut-être un trait d'union qui nous permettrait de lier les 2 premières grandes civilisations humaines. De grands spécialistes ont d'ailleurs suggéré qu'il n'est pas seulement question de l'iconographie primitive égyptienne,
mais aussi d'objets et de matériel découverts par les archéologues dont les origines sont clairement mésopotamiennes. Il y a par exemple cette sculpture où apparaît un homme barbu, et des figurines zoomorphes en céramique, caractéristiques de la culture mésopotamienne archaïque. Il est donc probable que certains objets retrouvés dans les tombes de la fin de la période prédynastique témoignent d'un contact entre l'Égypte et les contrées de l'Est, sans doute pour le commerce. On peut d'ailleurs ajouter l'arrivée d'ovicapridés venus du Levant, ce qui renforce cette hypothèse. Il subsiste aussi une différence culturelle entre le delta au nord, qui correspond à la Basse-Égypte, et la vallée au sud correspondant à la Haute-Égypte. Une des questions importantes est la sédentarisation des populations sur les bords du Nil. La thèse ancienne met en avant l'idée que c'est la mise en culture qui est le déclencheur de la sédentarisation. Pourtant, l'évolution en Égypte durant le néolithique pourrait être liée à des transformations climatiques majeures. Ces transformations touchent l'ensemble de l'Afrique de l'Est. On repère une alternance de 4 périodes sèches et humides. Ces changements ont obligé les hommes à se rassembler dans des secteurs plus tempérés. Pour mieux comprendre certains détails sur le climat et le processus de néolithisation, Alexis Sédou se propose de nous en dire un peu plus. On va essayer d'évoquer ce fameux terme de néolithisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que le néolithique? Le terme de néolithique désigne au départ une nouvelle technique de travail de la pierre, celui de la pierre polie. Les archéologues du 19e siècle et du 20e siècle ont en effet classé la préhistoire selon les techniques de façonnage de la pierre. Pierre ancienne, le paléolithique, pierre moyenne, le mésolithique ou pierre nouvelle, le néolithique. Que recouvrent ces changements? D'abord, la sédentarisation. En effet, les groupes humains du Mésolithique et de la fin de la glaciation vont optimiser leurs moyens d'obtenir des ressources alimentaires. Ils vont trouver des meilleures zones de prédation, plus petites, plus courtes, par exemple autour d'un lac ou d'une vallée, un espace clos, un endroit où, sur un périmètre relativement petit, ils vont trouver tout ce dont ils ont besoin pour la chasse, pour la cueillette et selon les saisons. Petit à petit, ils vont donc passer de nomades à semi-sédentaires. Au lieu de poursuivre les grands troupeaux, ils vont exploiter les cycles annuels de nature, chasser par exemple les espèces grégaires, attendre l'immigration d'autres espèces, cueillir les plantes dans les moments propices. En fait, ils n'ont plus besoin de se déplacer sur des grandes distances. Cette évolution s'effectue surtout au Moyen-Orient, dans la fin de la dernière glaciation, jusqu'à la période dite de l'optimum climatique, c'est-à-dire en gros entre 12 000 avant notre ère et 8 300 avant notre ère. C'est notamment au Levant et sur les contreforts du Taurus, ou encore dans les montées du Zagros, que les premiers exemples de néolithisation sont connus. Cette sédentarisation a des conséquences sociales et économiques très importantes. La première conséquence, c'est une meilleure captation des ressources alimentaires et une meilleure prévision de leur production. Mais en revanche, la vie en communauté va obliger les sociétés à s'organiser, parce que l'espace est plus restreint, parce que l'on vit ensemble. Cela veut dire qu'il faut un meilleur contrôle des possessions, une meilleure manière de répondre face aux maladies, ou encore à trouver des systèmes d'alliance extérieurs pour ne pas avoir une endogamie trop importante et donc être dans des systèmes qui risqueraient d'apporter des maladies. Peu à peu, les groupes humains sédentaires vont avoir une meilleure connaissance de la nature qui les entoure. Ils vont ainsi noter que certaines plantes repoussent au même endroit, que certaines espèces animales ne se déplacent que très peu et se reproduisent assez facilement. C'est à partir probablement de ces observations que les groupes humains vont intervenir sur la reproduction végétale ou animale, et contrôler la reproduction, c'est la domestication. Entre 10 000 et 8 300 avant notre ère, des essais en ce sens sont menés sur plusieurs sites. C'est le cas du site de Nouraïbet ou encore celui de Jéricho, dans lequel on a retrouvé du blé amidonnier ou des légumineuses, ou encore à Zawish et Michanidar, qui ont permis de montrer des expérimentations d'élevage. Petit à petit, ces techniques vont être mises au point, mais bien mieux adaptées, avec un meilleur contrôle des ressources. Ça va permettre également de dégager un surplus alimentaire, et donc de permettre une expansion des sociétés. Et vers 8300, le néolithique gagne l'ensemble du Moyen-Orient. Avec lui, les techniques de la pierre polie, de l'élevage de pierre, de la taille des microlithes, également de l'élevage, de l'agriculture, et puis des maisons, d'abord rondes, et puis ensuite carrées. Du Moyen-Orient, la technique de la sédentarisation et de la néolithisation se répand. Elle atteint notamment l'Égypte vers 6500, et les sites de Nabda Playa ou de Bir Kesseiba, par exemple, montrent les premiers bétails domestiqués dans ces régions. Et dans ces études, Very Gordonchild ou Henry Frankfort ont comparé l'évolution des sociétés égyptiennes et mésopotamiennes. Ils montrent que les deux sociétés ont évolué en parallèle, avec des contacts, mais sans filiation. Donc la néolithisation
égyptienne, elle est le produit à la fois des apports qui viennent du Levant et puis des techniques mises en place directement en Égypte même, notamment autour du bétail et autour du fleuve Nil qui va offrir de très grandes ressources. Merci beaucoup Alexis pour ces petites précisions. Le néolithique est caractérisé par l'évolution des techniques économiques. Les hommes passent de la prédation, chasseurs-cueilleurs, à l'exploitation, cultivateurs-éleveurs. Cette révolution néolithique démarre dans les montagnes du nord du Levant. Vers le 8e millénaire avant notre ère, ces techniques atteignent la Méditerranée orientale, et notamment les îles de Chypre et de la Crète, et sont ensuite diffusées dans la région du Nil. Vers 6500 avant Jésus, le climat devient plus humide. Une sorte de mousson saisonnière se met en place. Ce changement climatique entraîne une amélioration des conditions de vie, notamment dans la zone de l'ouest égyptien, qui devient un secteur de nomadisme important. Par la suite, quelques groupes commencent à se sédentariser dans la vallée et aux alentours. Une des cultures majeures du néolithique égyptien est celle dite badarienne, qui apparaît 5000 ans avant notre ère dans le sud de l'Égypte. Tout porte à croire que ces villages ne sont pas de simples lieux de campement et de passage. Il semble que les habitants ont bien habité les rives du Nil de manière permanente. Cela est confirmé par la taille et l'importance des cimetières découverts. Les plus vieilles nécropoles datent d'ailleurs de cette période. Il s'agit de simples fosses avec un, et plus rarement, deux défunts, couchés en position fétale, la tête tournée à l'ouest, vers le soleil couchant, et entourés de mobilier funéraire. On retrouve tout un ensemble d'objets nouveaux dans les tombes, dont les poteries à bord noir et des outils en pierre. Une nouvelle arme apparaît pour la première fois, la massue, ainsi que des armes de jet comme des arcs. C'est également au Badarien que sont datées les premières palettes en schiste, ainsi que des statuettes en os ou en terre cuite d'apparence féminine. De plus, dans les années 1920, près de 300 pots servant à entreposer les denrées ont été découverts, datant d'environ 4500 ans avant Jésus, marquant peut-être les prémices de la révolution agricole en Égypte. Les hommes de la culture badarienne semblaient également être les premiers que les archéologues et les anthropologues peuvent confirmer avec une relative certitude à avoir ressemblé aux anciens Égyptiens. L'égyptologue John Lewis Romer décrit les hommes comme étant généralement rasés de près et portant les cheveux assez longs. Certaines femmes avaient des franges fixées avec des peignes d'os ou d'ivoire. La couleur de leurs cheveux variait du brun clair au noir. Les Égyptiens n'étaient pas d'origine japhétique ni d'origine sémitique. Du moins, ils n'avaient pas l'aspect qui caractérise ces diverses races. L'analyse anthropologique a servi à souligner que les populations antérieures et ultérieures de la vallée du Nil étaient les mêmes mélanges raciaux. De plus, une étude récente explique avoir pu effectuer une reconstitution du visage à partir de données génétiques extraites de 3 hommes momifiés, tous âgés d'environ 25 ans au moment de leur mort. Les momies égyptiennes seraient datées entre 1380 avant notre ère et 425 ans après Jésus. Et le résultat est assez parlant. Conclusion, concernant la couleur de peau des anciens Égyptiens, ils n'étaient ni blonds aux yeux bleus, ni noirs ébènes comme le décrivent les adeptes de la mouvance afrocentriste, qui réclament la reconnaissance par les historiens d'une Égypte noire. Bref, les Égyptiens étaient mat aux cheveux bruns, comme leurs descendants méditerranéens, et très proches des Libyens, mais surtout, ce sont les descendants des habitants de la vallée du Nil. Au même moment, le nord du pays connaît au moins 2 cultures majeures, celle dite du Fayoum et une autre issue du même type qui se trouve dans le sud-ouest du delta. Elle prend le nom de culture de Merimde. Les fouilles entreprises par une équipe allemande dirigée par Hermann Juncker entre 1929 et 1939 n'a pas pu dégager de stratigraphie claire. Elle a été reprise entre 1977 et 1983 sous la direction de Joseph Ewanger. La couche néolithique se trouve à environ 2,50 m de la surface. Elle comprend 5 unités de stratigraphie qui représentent 3 périodes d'occupation. Les fouilles sur ces sites ont mis au jour des outils en silex et de la poterie non décorée. Le travail de la pierre est plus répandu, comme la fabrication de massues à tête arrondie dites piriformes. Elles sont en basalte ou en diorite et servent d'abord d'armes. On retrouvera même, un peu plus tard, ce type de massue dans l'écriture hiéroglyphique. On note également que ces populations consacrent un grand temps à la manufacture de produits décoratifs et de luxe, qui sont laissés dans les tombes, ce qui montre ainsi une plus forte stratification sociale. La sédentarisation de ces groupes de population est attestée par la découverte en fouille d'au moins 2 sites avec des habitats permanents. Ce n'est qu'au cours des 5e et 4e millénaires que des mutations économiques et sociales s'orientent vers un ordre politique plus hiérarchisé, avec l'apparition de centres politiques.
L'archéologue Flinders Petrie en fait la découverte à la fin du XIXe siècle. Au IVe millénaire avant notre ère, apparaît au sud de l'Égypte la culture amrasienne, qui évolue durant la période dite Nagada I. Elle succède directement aux Badariens, dont elle reprend la plupart des caractéristiques. La culture de Nagada, de moins 3800 à moins 3150, se développe donc sur 650 ans, au cours de la période prédynastique égyptienne en Haute-Égypte. Cette dernière est subdivisée en 3 périodes. Nagada I de moins 3800 à moins 3500, Nagada II de moins 3500 à moins 3300 et Nagada III de moins 3300 à moins 3150. Toutes appartiennent à la période prédynastique égyptienne, avant la première dynastie. Comme pour le badarien, la période du Nagada I a offert un grand nombre de palettes en schiste de formes diverses. Et la céramique évolue également. Les décors sont alors plus nombreux, on y retrouve des motifs animaliers, végétaux, géométriques et parfois même humains. Vers 3800 ans avant notre ère, c'est l'apparition des premières cités-États. La représentation de la couronne rouge de Basse-Égypte, le Deshret, apparaît sur un vase retrouvé en Haute-Égypte. Peut-être que cela indique un contact déjà important entre le sud et le nord du pays. Par ailleurs, cela démontre l'existence à cette époque d'au moins une des 2 couronnes traditionnelles du pouvoir pharaonique. Vers moins 3500, l'un des sites majeurs près d'Edfou est alors Hierakonpolis. C'est une cité dynamique et certainement l'un des plus grands centres urbains des rives du Nil, et pourrait avoir compté entre 5000 et 10 000 habitants. Elle est probablement aussi un centre politique et la capitale d'un royaume qui s'affirme sur la Haute-Égypte. On y a retrouvé notamment les vestiges de nombreux ateliers et même d'un temple. L'économie est fondée sur l'élevage. Les espèces concernées se diversifient et les cheptels grossissent. La pêche et l'agriculture occupent une place de plus en plus importante. Les céréales sont stockées dans des greniers ou des silos. L'architecture des tombes se complexifie, avec des sépultures principales et secondaires. Les hommes sont séparés des femmes et des enfants. C'est d'ailleurs de cette époque que datent les premières traces de momification. La période du Nagada II est une époque fondatrice pour l'histoire de l'Égypte. Les premières constructions en briques crues apparaissent, technique typique de l'architecture égyptienne. Ils commencent aussi à développer le travail du cuivre pour l'outillage, l'armement et les bijoux. Les métaux précieux comme l'or et l'argent sont aussi utilisés, mais beaucoup plus rarement. On approfondira le sujet dans les prochains épisodes. On constate aussi que la naissance de l'écriture en Égypte apparaît sur des gravures rupestres, des vases peints ou les sceaux de l'Égypte du IVe millénaire. Les Égyptiens ont créé des langues écrites pour décrire le monde qui les entourait. La plus ancienne et la plus connue est probablement l'écriture hiéroglyphique. Elle relève de 5 systèmes graphiques et possède plus de 700 caractères figuratifs. Ils étaient utilisés pour graver les monuments ou la poterie, et servaient avant tout à des fins décoratives ou cérémonielles. La plus ancienne inscription a été découverte en 1986 dans la tombe Uji de l'antique site d'Abydos, ainsi que plus de 200 céramiques et vases en pierre. Il s'agirait d'une tombe princière voire royale. Elle date de 3150 avant notre ère environ, où figurent sur des étiquettes les plus anciennes traces d'écriture archaïque égyptienne connues. Un bon nombre de ces signes se retrouvent à la période dynastique. D'autres ont disparu, comme ce hiéroglyphe représentant un curieux animal, l'Oryctérope. Il est difficile de véritablement parler de système d'écriture. À cette époque, il s'agit plutôt de prémices, qui menèrent rapidement à l'établissement d'une écriture à proprement parler. Celle-ci est sans doute créée à des fins magiques, puisqu'elle permet aux défunts d'accéder à l'immortalité en conservant une trace matérielle de son identité. On considère classiquement que l'écriture a été inventée de façon indépendante en Égypte vers moins 3250, et sans doute au même moment en Mésopotamie. Il y a d'ailleurs débat sur l'arrivée en premier de l'écriture cunéiforme mésopotamienne et les hiéroglyphes égyptiens. Néanmoins, une autre forme antique d'écriture appelée hiératique a été créée à partir du système hiéroglyphique. C'était une forme cursive, écrite à l'encre, avec un objectif plus fonctionnel. L'écriture hiératique était décrite sur une autre invention égyptienne, le papyrus. Ce dernier était un type de papier dérivé de la plante du même nom. Il offrait aux Égyptiens un nouveau moyen de communication et d'archivage, qui leur a permis de développer leur administration et de diffuser leur culture pendant des milliers d'années. On abordera les mathématiques et notamment le système de mesure dans le second épisode. Les cultures du Nagada II sont dans la continuité directe de l'Amracien. L'élevage et l'agriculture sont toujours plus importants. La céramique et l'outillage semblables, mais en plus grande quantité, ainsi que le façonnage de vases en pierre.
Les palettes à phare sont surmontées de 2 têtes animales affrontées, mais elles ne sont plus aussi souvent zoomorphes, mais plutôt rhomboïdales. Elles peuvent comporter un décor de quelques gravures ou de très rares bas-reliefs. À ce sujet, après avoir fouillé un Meidum, Flinders Petrie pousse ses recherches près du village de El Gherzé, au sud du Caire, qui est parfois assimilé à la période Nagada II. Les tombes à cet endroit s'avéreront recelées notamment de colliers de perles et de nombreuses poteries, ainsi que des palettes à phare pouvant aussi servir d'amulettes protectrices. Celle-ci, trouvée dans la tombe numéro 59, est connue sous le nom de Gherzé palette, ou palette tête de vache. Elle a été datée de la période Nagada II, entre 3500 et 3000 ans avant Jésus. Haute de 15 cm, elle est taillée et sculptée dans le schiste. Elle reprend la forme d'un bouclier et nous offre ce qui est peut-être la première et la plus ancienne représentation mythologique de la déesse Hathor, sous sa forme de vache. Pour être plus précis, il s'agit de la déesse Bat, une déesse vache d'époque prédynastique, antérieure à Hathor, qui lui succéda progressivement à partir de la 4e dynastie et qui lui fut assimilée. Concernant la mythologie et la cosmogonie égyptienne, je vous en parlerai dans le 2e épisode. De plus, la tombe la plus célèbre du Nagada II est la tombe 100 d'Hierakonpolis, qui remonte à une période comprise entre -3500 et -3200. Découverte en 1899, elle a par ailleurs livré les plus anciennes fresques sur plâtre connues en Égypte. Elle représente probablement une bataille sur le Nil, dans laquelle des bateaux blancs du style de la Haute-Égypte entourent un seul bateau noir avec une haute proue verticale, à la manière de la Basse-Égypte. Pour ce qui est des traditions funéraires, on retrouve des tombes dans lesquelles le défunt est inhumé en position fétale, sur le côté gauche, en direction de l'ouest et la tête au sud. Apparaissent aussi quelques sarcophages où le corps est déposé et entouré de mobilier funéraire. Quant au système socio-économique de l'époque, une certaine division du travail s'opère déjà, avec certains groupes en charge des constructions et d'autres de la production des denrées, le tout au service des premiers chefs. Le nord de l'Égypte, ainsi qu'une partie du sud, sont même en contact avec le Levant pour l'importation de cuivre et de bois, l'échange de poteries et autres objets, ainsi que l'exportation de la bière. À ce sujet, la fabrication et la consommation de bière en Égypte ancienne ne sont pas nouvelles. C'était même leur boisson favorite. D'ailleurs, la découverte récente d'une brasserie de production à grande échelle, d'une capacité de 22 400 litres, qui serait la plus vieille au monde, a été découverte en Égypte par une équipe égypto-américaine sur le site archéologique d'Abydos et daterait de plus de 3000 ans avant notre ère. Les fouilles ont mis au jour 40 grandes bassines en terre cuite, disposées en 2 rangées. La brasserie a pu être construite à cet endroit spécifiquement pour les rituels royaux qui avaient lieu à l'intérieur des sites funéraires. Bref, cette période assez courte met en place un bon nombre de caractéristiques que l'on retrouve par la suite et dont certaines perdurent pendant des siècles. Le Nagada III est aussi nommé période proto-dynastique. C'est la période la plus récente de la préhistoire égyptienne. On passe alors d'une population qui pratique l'élevage et la chasse, ainsi que quelques cultures domestiquées, à une société hiérarchisée, de cultivateurs de céréales, regroupés dans des villes et dominés par des chefs, puis par des souverains. L'activité artisanale prend une dimension quasi industrielle, avec une nette division du travail qui sous-entend une stratification sociale plus marquée. Cette hiérarchisation se retrouve dans les nécropoles avec du mobilier plus ou moins riche, sur des zones où sont regroupées les tombes les plus fastueuses. L'artisanat est également plus fin, notamment les vases en pierre dure, qui sont de mieux en mieux travaillés, et sans doute produits, entre guillemets, de manière industrielle. Parmi les objets les plus incroyables de cette époque se trouvent les manches de couteaux gravés. Certains portent des rangées d'animaux comme les couteaux d'Abou Zaïdan. Ces derniers étaient sans doute des objets d'apparat plutôt qu'utilitaires, même s'il est difficile d'en savoir plus en l'état actuel des choses. Enfin, l'Égypte a vu apparaître les premiers rois, probablement de simples chefs tinites. Les égyptologues appellent cela la dynastie 0, mais nous en parlerons dans le 2e épisode. Bon, on va maintenant passer à la partie technique, où je vais tenter de vous expliquer comment les archéologues et égyptologues arrivent à définir une chronologie. Pour commencer, la période entre la fin du Paléolithique et le début d'une présence continue en Égypte est marquée par une suite d'événements. Cette période est assez longue et se développe lentement. Dans un premier temps, il a été assez difficile de bien comprendre les chronologies de cette longue période, comme on peut des fois l'entendre dans certains reportages ou documentaires.
Mais l'arrivée et l'usage du carbone 14 a permis de mieux comprendre la chronologie de la période prédynastique. Une grande partie des travaux initiaux sur cette période ont été menés par Flinders Petrie. C'est lui qui a mis en place les premières analyses chronologiques. Ce dernier n'ayant pas d'éléments permettant d'effectuer des chronologies absolues, Petrie tente de se servir de techniques de datation relative. Il commence à travailler sur cette période lorsqu'il fouille pour la première fois l'ensemble des cimetières prédynastiques de Nagada, au tout début du XXe siècle. Il met en place un système de datation relative fondé sur les objets qu'il appelle séquences dates, et qu'on appellera SD pour les besoins de la vidéo. Il assigne 50 de ces dates à la période prédynastique, de SD30 à SD80, laissant les dates de 1 à 29 aux périodes précédentes qui pourraient être découvertes. Flinders Petrie divise ensuite ces éléments en une première période ancienne, dont il prend les niveaux de SD30 à 37 pour une première culture, puis la seconde de SD38 à 80. Par la suite, Petrie a estimé que la période dynastique commence au niveau SD767. Les recherches effectuées depuis montrent que la première dynastie semble commencer à la couche SD638. Le système mis en place ne correspond à aucune date spécifique. Aussi, les différentes séquences dates n'ont pas la même valeur. En fait, ce système permet uniquement de créer une évolution des artefacts et des couches découvertes en fouille. En gros, cela permet de mettre en avant le fait qu'un objet de la couche SD32 est plus ancien que la couche SD339. Le système mis en place demande des révisions, même si le principe des deux groupes de céramique mis en avant par Petrie reste un des fondements de la recherche. Il met en avant une première poterie avec des décors formés de lignes, White Cross Line, et une deuxième céramique qu'il appelle Wavy and Lead. Dans un premier temps, Petrie indique que cette poterie existe entre les séquences 32 et 3411, mais les recherches plus récentes montrent que cette céramique est employée jusqu'à la séquence 3812. Il est possible que cette céramique ait été utilisée plus longtemps. De ce fait, des tombes comprenant cet artefact peuvent être plus récentes. Par conséquent, l'usage de cette céramique comme fossile directeur pose problème, et il a fallu revoir les datations des tombes dans lesquelles ces céramiques ont été découvertes. Flinders Petrie a utilisé essentiellement des tombes pour ses séquences chronologiques. Il faudrait comparer ses travaux, notamment sur des sites qui étaient habités. Il commence par diviser la période prédynastique en plusieurs séquences, qu'il appelle Amrazien, puis Guerzéen, et enfin Samanian. Ces noms ne proviennent pas de Nagada, mais de villages moins importants qui ont été fouillés. Ainsi, le Samanian couvre en fait une très grande partie, si ce n'est tout le proto-dynastique. Aussi, on préfère les termes de Nagada 1 et Nagada 2. Ce sont les appellations qui sont employées depuis au moins 1970. Une troisième période est ajoutée par la suite. Elle prend le nom de Badarien. Cette dernière est liée aux travaux et aux fouilles effectuées par Gertrude Caton-Thompson près du village d'El Badari. Elle a pu démontrer que cette culture est antérieure au Nagada 1. C'est donc la plus ancienne culture prédynastique en Égypte. Des tombes de toutes ces périodes ont été mises au jour partout en Haute-Égypte. Le plus ancien des sites proto-dynastiques est celui de Merinda Beni Salama, sur la partie occidentale du delta du Nil. Cet endroit est considéré comme étant du néolithique du Fayoum. Bon, moi je voulais aussi revenir un peu sur autre chose, qui est la question des datations, très importante pour comprendre les civilisations, les cultures pré-pharaoniques de l'Égypte. Souvent, on voit sur les réseaux sociaux l'impossibilité ou l'idée qu'il serait impossible de dater des périodes aussi anciennes et que donc on donne des dates saugrenues. Et souvent, c'est lié à l'idée qu'on ne date pas la pierre, mais je pense que ça montre une certaine naïveté sur la technique et l'évolution des techniques en archéologie actuelle. En réalité, en archéologie, il existe de multiples techniques de datation, et en gros, on a deux grands systèmes de datation, ce qu'on appelle les datations relatives et ce qu'on appelle les datations absolues. La datation relative, c'est dater un objet par rapport à un autre. Ces techniques se fondent essentiellement sur l'analyse des couches archéologiques qu'on appelle en archéo des unités stratigraphiques. Donc, en empruntant à la géologie, les archéologues ont constaté que les couches les plus profondes sont les plus anciennes, car les objets s'empilent les uns sur les autres. Donc, les objets contenus dans les couches les plus profondes sont plus anciens que les objets contenus dans les couches qui sont plus en surface. Ça permet de dater les uns par rapport aux autres. Datation relative. La seconde technique, la datation absolue, consiste à donner une date calendaire à un objet grâce à une analyse, en général, physique ou chimique, ce qu'on appelle en fait une analyse physico-chimique.
C'est souvent d'ailleurs une date qui n'est pas ultra précise, hein, c'est souvent un intervalle de date du fait des techniques que l'on emploie. La plus connue de ces techniques, c'est le carbone 14, hein, sur lequel je reviendrai de manière détaillée dans une autre intervention. Une autre technique très employée, c'est la thermoluminescence, hein, et ces deux techniques, carbone 14, thermoluminescence, TL, sont toutes les deux employées pour l'Égypte ancienne. Alors, ces techniques, elles n'étaient pas présentes dans les premières fouilles archéologiques. Et lorsque William Matthew Flinders Petrie a commencé à travailler sur les cultures de Nagada, il a mis en place son propre système de datation, un système de datation relatif, assez bien au point, hein, qu'on appelle les sequence dates, et sur lequel on s'est très longtemps appuyé avant d'arriver, dans les années 50 et les années 60, à utiliser des techniques plus récentes et plus précises. Conclusion, aucun artefact extraterrestre ou atlante n'a été retrouvé. Pas plus qu'il n'y a de traces d'un éventuel déluge biblique mondial. Voilà pour le premier épisode de cette nouvelle série. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour la suite où on continuera la chronologie avec les premiers règnes majeurs.